crinière du lion qui nous caractérise. Et son rugissement, celui qui terrorise. Dans la savane de la première division, on règne sans conteste avec le plus grand nombre de saisons. On fait partie du paysage, plus de 80 ans d'âge. Mais les crocs du lion sont toujours aiguisés, acérés, attisés par un glorieux passé. La flamme qui vit dans nos cœurs ne connaît pas d'extincteur. À l'origine du professionnalisme et du championnat de France, on est longtemps resté une référence. Notre lion a engendré des lionceaux, premier club à se doter d'un centre de formation. 3 coupes et 2 titres nationaux majeurs, quelques aventures européennes et pour l'heure des talents disséminés un peu partout, pas d'aigreur, une fierté, c'est comme ça par chez nous. La crinière du lion, une couronne sur son encolure, symbole de l'empire, le roi des animaux d'un coup de griffe. Notre lion va laisser rivaux, il rugit, t'as pigé. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est ensemble de 18h à 20h pour refaire toute l'actualité sportive, tout ce qui s'est passé. J'espère que vous avez passé un bon week-end, un week-end ensoleillé. Bon, on est encore en couvre-feu et on n'avait pas le droit de sortir, en tout cas de s'éloigner à plus de 10 km. Donc j'espère que vous allez passer 2 heures sympathiques avec nous pour suivre un petit peu tout ce qui s'est passé ce week-end sur les terrains, les pelouses, les parquets, bref, vous avez compris un petit peu tous les sports. On va bien évidemment revenir sur notre petit tour d'horizon des différents championnats. On va revenir sur la Ligue des Champions, aussi bien féminine que masculine, parce qu'il y en a cette semaine, et puis il y en a eu ce week-end chez les filles. On va revenir également sur ce qui s'est passé en Ligue 1. Ça a été un week-end à suspense et on a fini par un superbe match entre Lyon et Lille. On va revenir là-dessus. Page Ligue 2, bien sûr, avec le Football Club Sochaux Montbéliard victorieux de Caen ce week-end. Il y aura aussi un petit coup de gueule, parce qu'il y a un truc qui m'a chagriné ce week-end. Et on reviendra là-dessus. Et puis, bien sûr, sur tout ce qui s'est passé en Ligue 2. Et on parlera un petit mot de handball, juste pour vous dire, le GBDH est maintenu en Pro League cette saison. Enfin, pour la prochaine saison, donc ils seront en Pro League pour la saison 2021-2022 et ça c'est une excellente nouvelle. Pas de championnat amateur, vous le savez tout est arrêté depuis des semaines, des mois, voire quasiment une année, donc on en parlera plus tard. Bonsoir Fred, Salut comment Fred, ça va? Ça va et toi? Écoute, ça va, on est toujours sur les morceaux de KLX. On va dire que la N2, faut dire en parlant de championnat amateur, que la N2 est définitivement arrêtée. C'est officiel. Exactement, c'est officiel, la N2 et puis la division 2 féminine est complètement à l'arrêt. Bon, saison blanche, comme la Nationale 3 et les petits championnats. On s'en doutait un petit peu, ça allait être compliqué, on arrivait début mai, on n'allait pas faire jouer les équipes tous les 2 jours pour rattraper un calendrier démentiel. Peut-être que la mesure aurait pu arriver un peu avant parce que les clubs étaient toujours dans l'incertitude. Bon, c'est comme ça, c'est la décision qui sont prises. On aura un mot de National 2 puisqu'on a un entraîneur qui s'en va en plus, un mot de National 2 tout à l'heure aussi. Oui, exactement. Oui. Puisqu'on n'a pas parlé la semaine dernière, mais je veux parler de Pascal Moulin, mais on en reparlera tout à l'heure. On va couper le jingle de KLX, la chanson qui avait été consacrée du côté de Sochaux. Une très belle chanson qu'on adore ici, mais on est obligé de la couper pour s'entendre un petit peu parce que ça va être compliqué sinon. Un petit mot, direction l'Espagne. Allez, on va direction la Liga cette fois-ci pour regarder tout ce qui s'est passé pour cette 32e journée qui débutait ce samedi 24 avril, avec Elche qui a battu Levante 1-0, Real Valladolid Cadix 1 but partout, le FC Valence Alaves 1 but partout. Le Real de Madrid a fait match nul face au Betis Séville 0-0. Vous allez voir ce qui va relancer dans la course le FC Barcelone avec Retafe ce dimanche qui est allé battre Huesca 2-0. Le FC Barcelone avec un doublé d'Antoine Griezmann est allé battre Villarreal 2-1. Les buts signés Griezmann 28e et 35e minute de jeu. Et également le FC Séville qui a battu Grenade 2-1. Ensuite, le Celta Vigo a battu Osasuna 2-1. Et puis l'Atlético Madrid, oui, leader jusqu'à présent, qui est encore leader, mais s'est fait battre du côté de l'Athletic Bilbao 2-1. Il restera une journée entre Eibar et la Real Sociedad. Ce sera ce lundi
à partir de 21h. Au classement, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que Madrid est toujours en tête? Oui, l'Atlético est toujours en tête avec 73 points, suivi de très près par le Real Madrid, 71 points, et le FC Barcelone est troisième avec 71 points également. C'est très serré aussi en Espagne. Quatrième, le FC Séville avec 70 points, et ensuite il y a un gouffre entre le quatrième et le cinquième, la Real Sociedad. Il y a 20 points, donc 50 points pour la Real Sociedad. En bas de classement, on retrouve au 18e, 19e et 20e position le Real Valladolid. Huesca, Eibar avec 29, 27 et 23 points. Au classement des buteurs, Messi, on a toujours à 25 buts, Karim Benzema 21 et puis Moreno de Villarreal avec 20 buts. Direction cette fois-ci l'Italie pour vous dire un petit peu ce qui s'est passé ce samedi 24 avril avec tous les résultats de cette 33e journée avec Genoa qui a battu la Spezia 2-0. Beaucoup de buts entre Parme et Crotone et c'est finalement Crotone qui était s'imposé à Parme 4 buts à 3. Sassuolo a battu la Sampdoria de Gênes 1-0. Benevento s'est incliné chez lui face à l'Udinese 4 buts à 2. L'Inter de Milan par juste un petit but s'impose face à Hellas Vérone 1-0. Match nul entre la Fiorentina et puis la Juventus de Turin, un but partout. Cagliari a battu l'AS Rome 3 buts à 2. Et puis il restait une rencontre avec l'Atalanta Bergame qui a explosé Bologne 5 buts à 0. Il reste 2 rencontres pour cette 33e journée qui aura lieu ce lundi 26 avril à 18h30. C'est donc dans un quart d'heure. Torino-Naples. Et puis à 20h45, la Lazio de Rome recevra le Milan AC. Milan AC où évolue un certain Zlatan Ibrahimovic qui a 40 ans et il est toujours sur le terrain. Donc bravo à lui. Et ce sera donc, comme je vous l'ai dit, à partir de 20h45 au classement. L'Inter de Milan est en tête avec 79 points, avec 11 points d'avance sur l'Atalanta Bergame qui est deuxième, 68 points. La Juventus de Turin est troisième avec 66 points. Quatrième, le Milan AC, 66 points. Et cinquième, Naples, 63 points. Et en bas de classement, on retrouve aux 3 dernières places, 18e, 19e et 20e place. Cagliari, 31 points. Parme, 20 points. Et Crotone qui ferme la marche avec 18 points. Chez les buteurs, c'est Cristiano Ronaldo qui en est à 25 buts, Lukaku en est à 21 buts et Muriel en est à 19 buts. C'est tout ce qu'on pouvait dire en tous les cas en ce qui concerne la Serie A. Direction la Bundesliga, cette fois-ci avec pas mal de buts également, mais vous verrez aussi qu'en Ligue 1, il y a eu beaucoup de buts ce week-end. D'ailleurs, un petit indice comme ça, ce dimanche, en 4 rencontres, il y a eu 17 buts. Donc on sent que la fin de saison approche et ça attaque à tout va et ça défend un petit peu moins. Du côté de la 31e journée en Bundesliga qui débutait ce vendredi 23 avril, le FC Cologne est allé battre Augsbourg 3 buts à 2. Le Borussia Dortmund est allé battre Wolfsburg 2-0 avec un doublé d'Haaland. Le Mayence a battu le Bayern Munich 2 buts à 1. Surprise, le Bayern est tombé du côté de Mayence. L'Union Berlin s'est imposé face au Werder de Brême 3 buts à 1. Fribourg et Hoffenheim se quittent sur un match nul, 1 but partout. Le Bayer Leverkusen a battu l'Eintracht Francfort 3 buts à 1. Le RB Leipzig a battu le Stuttgart 2 à 0. D'ailleurs, du côté de Leipzig, un ancien Sochalien, Ibrahima Konaté, va signer à Liverpool dans les jours, les semaines qui vont venir, dès que les transferts seront prêts. En tout cas, ça commence le 9 juin, si vous n'avez pas suivi l'actualité. Le Borussia Mönchengladbach, lui, s'est imposé face à l'Arminia Bielefeld 5 buts à 0. Et il ne restera pas d'autres journées. Toute la journée complète a eu lieu. Au classement, le Bayern Munich est en tête avec 71 points, mais ça revient derrière avec Leipzig, qui est quand même encore à 7 points du Bayern Munich. Moi, j'étais en train de chercher. En plus, je l'ai sous les yeux, donc je n'ai pas d'excuses. Troisième, Wolfsburg avec 57 points. Quatrième, l'Eintracht Francfort avec 56 points. Cinquième, Dortmund avec 55 points. En bas de classement, on retrouve 16e, 17e et 18e. Le FC Cologne, 29 points. Hertha Berlin, 26 points. Et Schalke 04, 13 points, qui est relégué. Schalke 04, oui, c'est quand même un club historique aussi du côté de l'Allemagne. Et les hommes, en tout cas les joueurs de Schalke 04 le club est relégué en deuxième division. Lewandowski en est toujours à 36 buts au classement des buteurs, suivi de Haaland de 25 et André Silva de Francfort avec 25 buts également. Direction l'Angleterre, cette fois-ci la première ligue. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé pour cette 32e journée. Ça commençait déjà mercredi 21 avril, Manchester City qui était allé battre
qui était allé battre Aston Villa 2-1. Ce jeudi 22 avril, Leicester City a battu West Bromwich 3-0. Everton est allé battre ce vendredi Arsenal 1-0. Liverpool et Newcastle ce samedi font match nul, 1 but partout. Chelsea est allé battre West Ham 1-0. Des petits scores en Angleterre, on n'a pas trop l'habitude. Et Sheffield United, relégué, a battu Brighton 1-0. Ce dimanche, Burnley est allé battre Wolverhampton 4-0. Leeds United et Manchester United font 0 partout. Et Aston Villa et West Bromwich font match nul, 2 buts partout. Ça, c'était pour le compte de la 33e journée. Je vous ai donné un peu tout. Je vous ai même donné un petit peu la 32e journée, car Manchester City jouait la Caribbean Cup, dont notre ami Fred Fitch a le résultat de cette coupe. Les Citizens se sont imposés devant Tottenham 1-0. Ouais, donc c'est pour ça que je vous ai donné aussi la 32e journée. Il y avait la 32e. C'est ça, j'ai donné la 32e et la 33e journée. Comme ça, ça a été je vous ai fait un complet parce que c'était en fait en milieu de semaine. Surtout que c'est de bon augure pour le but d'Aymeric Laporte à la 82e minute, au passage pour les Citizens. C'est ça. Alors il restera un match pour cette 33e journée. À 21h, Leicester City recevra Crystal Palace, donc ce lundi. Au classement, City toujours en tête avec 77 points, suivi de United avec 67 points. Leicester City est 3e avec 59 points. 4e, Chelsea, 58 points. 5e, West Ham, 55 points. 6e, Liverpool, 54 points. Au classement, en fin de classement, tout du moins, 18e, 19e et 20e place, on retrouve Fulham, 27 points. West Bromwich, 25 points. Sheffield United, 17 points déjà relégué, qui est en 20e position. Du côté des buteurs, Harry Kane de Tottenham, 21 buts. Mohamed Salah de Liverpool, 20 buts. Et puis Fernandes de Manchester United, avec Bruno Fernandes, c'est ça. Je cherchais l'autre jour Bruno Bryan. Je crois que c'est Bruno, mais je ne sais pas si tu me l'avais confirmé, Fred. Je ne suis pas sûr. Si, tu me l'avais confirmé que c'était Bruno. Oui, bon, c'est ça. Oui. À chaque fois, je confonds. Je ne sais pas pourquoi. Chaque fois que je vois un but, je vais appeler Bryan. Enfin, bref. Donc, il en est à 16 buts de joueur de Man United. Eh bien, c'est terminé pour le tour, le petit tour d'horizon des différents championnats européens. On va maintenant s'intéresser à la Ligue des Champions, aussi bien féminine que masculine, mais déjà féminine. Et puis, je vais essayer de vous retrouver le petit jingle, c'est toujours sympa, le jingle de la Ligue des Champions. Allez, c'est parti. Ah, qu'est-ce qu'on l'aime, cet hymne de la Ligue des Champions. Et il y avait la Ligue des Champions féminine avec le Paris Saint-Germain qui est en demi-finale et qui jouait contre le FC Barcelone. Alors, je vous donne déjà le résultat de l'autre demi-finale. C'était le Bayern Munich qui recevait Chelsea. Ça a fait 2-1 pour les filles du Bayern de Munich. Et puis là, PSG Barcelone, ça a fait 1 but partout. Mais je vous laisse découvrir un petit peu le résumé. C'était chez nos confrères de Beansport. Après avoir éliminé l'ogre lyonnais, le PSG à l'écrou et s'attaque au leader invaincu du championnat d'Espagne, le Barça. 2 matchs pour s'offrir une 3e finale de Ligue des Champions de son histoire. Voilà le jeu à la Barça. Attention à la frappe peut-être d'Amraoui, non? La tentative de passe, là, elle cherchait Hansen qui est trouvé. Hansen, attention parce qu'elle est très précieuse. Cette joueuse, la frappe décrochée par Hansen Mendler qui s'interpose. Il ne faut pas les laisser frapper, là, les Catalanes. Jennifer Hermoso, on parlait de poison, elle aussi en est la meilleure buteuse du Barça. Avec peut-être une possibilité, on va y arriver pour les Catalanes, avec l'ouverture du score. On parlait de ce poison
Jennifer Hermoso, la meilleure buteuse catalane cette saison, et bien elle fait très mal au Paris Saint-Germain. Le Barça qui mène 1-0 ici au camp des loges. Ah, c'est un petit peu dommage parce qu'elles ont trop laissé de confort à Hansen qui va venir déposer ce ballon par-dessus la défense parisienne, vous voyez. Baltimore qui va pouvoir frapper ce corner. C'est tiré pour Baltimore au second poteau, la tête. Et derrière l'ouverture, l'égalisation pour le Paris Saint-Germain. C'est Cook, je crois. C'est Alana Cook. Ah ouais, c'est bon, qui vient marquer ce but et permettre au PSG de remettre les compteurs à 0, un partout entre Paris et le FC Barcelone. À Debritz de mettre un peu la zizanie avec un bon ballon. Debritz, c'est frappé. La déviation, le sauvetage derrière. In extremis sur la ligne parce que Pagno s'était battu. Ce ballon qui reste parisien, dégagé finalement par rapport. Oh là là, on n'est pas loin du miracle là-dessus, parce que ce ballon qui a été un petit peu cafouillé et qui n'a pas pu être maîtrisé par Pagnos, la gardienne. Donner de l'air au jeu. Attention, l'appel dans le dos. L'appel d'Hansen. Moroni qui va au duel avec Hansen. Le ballon derrière la jambe d'appui, provocation d'Hansen, le centre dans la surface. C'est Paredes qui est venu essayer de défendre ou de couper ce ballon et qui a bien failli tromper sa gardienne. Oh, quelle parade encore d'Endler parce qu'il est très improbable ce ballon. Ah non, c'est... D'ici, on avait vraiment l'impression que ce ballon a été touché par Paredes, mais pas du tout. Elle est très facile dans le dribble. Hansen, on voit intérieur, extérieur, et derrière, elle déclenche le centre. Le corner d'Hansen, attention avec ce ballon qui traîne. Oh, l'occasion énorme du Barça avec Putellas qui était au second poteau après un ricochet, ce ballon qui est passé par plusieurs joueuses. Alors, elles avaient rectifié le tir sur les attaques de balles, sur les phases offensives, les coups de pied arrêtés offensifs, les Parisiennes. Et là, il faut qu'elles fassent la même chose. Hermoso qui décroche énormément. Patrice, regardez où elle est. Oh yes, ça, et la perte de balle là avec cette passe. Gayoro qui cherche Katoto qui va entrer dans cette surface. Katoto le poteau qui vient sauver le Barça. Quelle occasion. On peut rien leur reprocher là, ni à la passeuse ni à Katoto. Gayoro qui récupère ce ballon. L'appel de Katoto dans l'axe. Katoto qui va se présenter face à Kounias. C'est juste à côté, c'est dommage. C'est mal négocié là par contre de la part de Katoto. Le coup franc du Barça qui est frappé directement. L'intervention sur le côté gauche. Hansen qui ne frappera pas ce coup franc. Il a été frappé. Il était un peu flottant ce ballon. C'est Putellas qui finalement a pris cette balle. Ouais, c'est étonnant qu'elle ait utilisé l'intérieur du pied. On demandait un petit peu la différence entre le championnat espagnol et le championnat. Attention, parce que Gayoro, elle rentre dans cette surface, justement. Gayoro, j'allais vous parler de la différence entre la D1 féminine et la Liga. Et c'est surtout la vitesse et l'intensité. Baltimore, le corner. Paredes a mis cette tête, mais ça passe juste à côté. Bien joué Debritz. Il a profité du contrôle. Attention quand même parce que là, les Catalanes rentrent dans cette surface, ont une occasion peut-être d'aller marquer un but. L'arrêt d'Endler sur cette occasion. Katoto qui vient aider. C'est bien ça. Et pressé. Dommage. Le Barça avec le ballon. Dangereux là avec Martens qui rentre dans cette surface. Martens, le centre. Attention, Endler, elle a failli être lobée. Il n'a pris aucun risque. Il fait beaucoup d'efforts. Bien joué ce contrôle orienté de Putellas, la capitaine qui oriente sur Hansen. Hansen qui vient provoquer Perle Moroni. Le centre de cette surface. Heureusement que les Catalanes et Bonmatí n'ont pas pu reprendre ce ballon. On en reste là, terminé un partout entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Tout reste à faire dans cette demi-finale. Paris devra marquer et gagner à Barcelone dimanche prochain pour rêver d'un titre européen. Bon, ça sera assez sympa qu'elle passe en finale les Parisiennes et qu'elle retrouve, que ça soit aussi avec les garçons, passe aussi. Ça pourrait être une super saison pour le club parisien. Et comme on l'a dit dans ce résumé, je crois que c'est Margot Dumont qui devait commenter, il me semble, le résumé. Et comme Margot l'a indiqué, le match retour aura lieu ce dimanche 2 mai à midi du côté du FC Barcelone.
Donc les Parisiennes ont eu des occasions dans cette partie. Et puis également Chelsea-Bayern Munich aura lieu ce dimanche 2 mai, mais à 13h30. Donc on espère bien évidemment une qualification des Parisiennes. Du côté de la Ligue des Champions, chez les garçons cette fois-ci, le tirage des demi-finales a eu lieu, bien évidemment, vous en avez parlé la dernière fois, mais là ça se rapproche, c'est cette semaine, ce 27 avril, il y aura à 21h Real de Madrid face à Chelsea. Un prono, Fred, pour cette rencontre, alors Real, plutôt Chelsea? Moi, je dirais Real. Allez, Real. Et puis également Paris Saint-Germain, Manchester City sont les matchs allés, bien évidemment, à partir de 21h ce mercredi 28. Hein. Comment? Niveau pronostic, rien à dire, de toute façon. Rien à dire, c'est-à-dire. Je dirais Paris, moi. Victoire parisienne. Victoire parisienne. Allez, moi aussi, oui, on va être chauvin quand même. On va quand même soutenir les clubs français, non? Et mais puis, bon, attention à City quand même. Oui, bien sûr. De toute façon, en demi-finale, ce sont que des grosses équipes, donc il faudra que mais c'est un style de jeu Manchester City qui peut plaire à cette équipe de Paris qui va vite aussi également avec Kylian Mbappé. Mais Kylian Mbappé c'est un petit peu blessé. On espère que l'attaquant parisien ira mieux et sera apte. D'ailleurs, tiens, tu pourras peut-être me donner cette info, voir si Kylian Mbappé sera apte pour Manchester City. Du côté de l'Europa League, cette fois-ci avec les affiches, ce jeudi 29 avril à 21h, Villarreal recevra Arsenal. Et dans le même temps, à la même heure, Manchester United recevra l'AS Rome. Donc ça promet aussi de beaux matchs. En tout cas, ce sont des belles affiches sur le papier. Oui, Fred? Je n'ai peut-être pas des nouvelles de Kylian Mbappé. Nouvelles rassurantes, j'espère. Mais pour l'instant, j'ai déjà la prolongation de Keylor Navas déjà. Ah bah ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, pour combien de saisons? Je regarde parce que... Combien de saisons? Parce que ça, c'est quand même une très bonne nouvelle, car le gardien parisien Keylor Navas fait une saison de malade. Il resterait 3 ans encore. Ah bah ça, c'est, en tout cas, pour le club parisien, c'est vraiment une excellente nouvelle, car il a fait vraiment de très, très, très bons matchs jusqu'ici. Et si Paris en est là aussi, c'est aussi grâce à son gardien, car en Ligue des Champions, il faut avoir un très bon gardien pour pouvoir passer. Oui, Fred. Non, pour l'instant. Non, il n'y a rien d'autre. Allez, pas d'autres prolongations. Bon, Mbappé, c'est en cours. Neymar aussi. Donc, il y a eu plusieurs propositions faites à Kylian Mbappé, mais pour le moment, il a tout un peu décliné. Donc, on va voir en tout cas Leonardo hier, justement, après le match contre Metz, pas hier, avant-hier, justement, disait que c'était pas le moment. Donc, on verra ça dans les jours qui viennent. Je regarde pour Kylian Mbappé, mais non, je n'ai... Non, tu me rediras si tu as des nouvelles. De toute façon, là, on va enquiller, comme on dit, oui, sur la Ligue 1. On va parler un petit peu du championnat. Ah non, un petit mot de Super League aussi. Ben oui, on n'a pas reparlé de cette Super League, le fiasco total. Oui, Fred. Finalement, je crois que le projet va être avorté, on dirait. Parce que les clubs anglais ont finalement jeté l'éponge, du coup. Eh ben justement, on en parle des clubs anglais. C'était chez nos confrères de l'Afterfoot RMC. Ils avaient un correspondant en Angleterre. Vous savez que suite à toutes les décisions, Chelsea s'est retiré, Manchester City a suivi. Chelsea s'est retiré parce que les supporters sont venus devant le stade, à Stamford Bridge. Ils sont venus devant, ils ont empêché le quart de l'équipe de rentrer. Enfin bref, il y a eu beaucoup de tensions. Et ils ont fait plier les dirigeants de Chelsea qui se sont retirés. Et ensuite, tous les clubs anglais se sont retirés. Le château de cartes s'est un peu effondré. On écoute justement ce qui s'est passé. Effectivement, Gilbert, c'est ça, c'est les dernières informations du soir. Alors, ne soyez pas surpris s'il n'y a pas encore effectivement de communiqué officiel, parce qu'au niveau légal, tous ces clubs-là font très attention et leurs avocats sont sur le coup. Mais effectivement, on m'a confirmé que Chelsea avait donc décidé de se retirer de la Super League, de ce projet de Super League. Manchester City également. On reviendra après sur les déclarations par exemple de Kevin De Bruyne et de Pep Guardiola, mais aussi sur la grosse manifestation des supporters de Chelsea avant le match de ce soir devant Stamford Bridge, bloquant même le bus des joueurs pour arriver au stade, ne laissant pas entrer dans le stade à Stamford Bridge. Mais donc pour résumer, Chelsea, Manchester City... Avec quelques banderoles très drôles. Hein. Oui, avec quelques banderoles très, très drôles, effectivement. Mais donc Chelsea confirmé se retire du projet de Super League. Manchester City confirmé également se retire du projet de Super League. Liverpool y réfléchit, même si pour l'instant au club on nous dit que rien n'a changé, mais il y a une grosse réflexion effectivement sur leur décision. Tottenham, Arsenal, on ne sait pas encore. Manchester United, c'est intéressant parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas encore d'évolution non plus sur on reste ou on se retire.
En revanche, les médias anglais annoncent que Ed Woodward, donc le grand patron, en tout cas pas le propriétaire, parce que c'est la famille Glazer, mais Ed Woodward, qui est donc on va dire le directeur du général du club, aurait démissionné. Donc soit lui voulait se retirer et la famille Glazer, propriétaire du club, pour l'instant reste dans le projet et donc il est en désaccord, il se retire, ou c'est l'inverse, les Glazer veulent se retirer, lui il croit encore, on sait qu'il a le soutien de la banque JP Morgan, par exemple, c'est là où lui travaillait, il avait été un grand financier avant d'être un directeur général de club de football, donc c'est peut-être aussi l'inverse, les Glazer veulent se retirer, lui veut rester, d'où la démission, mais en tout cas ce serait un énorme coup de tonnerre si Ed Woodward, même s'il est très mauvais dans son job, venait à se retirer de Manchester United, mais c'est vrai que pour l'instant, clairement, les Anglais qui étaient la locomotive de ce projet sont en train de le faire exploser. Ils l'ont fait exploser, ce projet. Vous vous êtes bien rendu compte que c'était il y a une semaine, cette histoire, et tout est tombé à l'eau. C'est un fiasco total, sauf moitié de fiasco, on va dire, parce que l'UEFA a donc décidé d'augmenter la mise qui est donnée au club pour la prochaine Ligue des Champions. Donc, voilà, c'était un petit peu peut-être un moyen de pression, mais en tous les cas, un moyen de pression très mal vécu par l'UEFA. C'était ce qu'on pouvait dire en tout cas pour cette Super League, pour refermer ce qui n'a pas eu lieu et puis n'aura sans doute jamais lieu, il faut l'espérer, car c'est une ligue fermée, c'est un petit peu bizarre, rien que pour le côté sportif, il n'y a pas de descente, pas de montée. Quel est vraiment l'enjeu? C'est toujours sympa, forcément moins pour les clubs qui sont en bas de classement. Qu'il y ait des montées, qu'il y ait des descentes, c'est quand même ça qui donne un petit peu d'adrénaline et puis ce côté qu'on aime bien chez les supporters. En tout cas, c'était un fiasco et c'est terminé. Moi, je vous propose d'aller directement en Ligue 1. C'est parti pour cette 34e journée de Ligue 1 qui est forcément passionnante, que ce soit en haut de classement ou en bas de classement. Et on va regarder tout de suite ce qui s'est passé ce vendredi, à 23 avril à 21h. L'Olympique de Marseille se déplaçait du côté du stade de Reims et les Marseillais se sont imposés 3-1 avec un grand Dimitri Payet qui a été élu d'ailleurs homme du match. Pourtant, c'est Mboukou, la 38e minute de jeu, le Rémois qui ouvre le score, 1-0. Les Marseillais ne vont pas trembler très longtemps pour revenir au score. Dimitri Payet, 41e minute de jeu, 3 minutes plus tard, égalise. Ensuite, c'est Milik, 45e. D'ailleurs, Milik qui est peut-être convoité par le Paris Saint-Germain. On en a parlé ces temps-ci dans les différents médias. Ça fait 2-1 à la pause et ensuite en seconde période, Dimitri Payet de nouveau, 76e minute de jeu, qui parachève le succès des Marseillais en terre rémoise. On va écouter la réaction de Dimitri Payet qui lui revient sur le fait que c'est l'entraîneur, Sampaoli, qui les a libérés. Et puis on va écouter aussi également Younis Abdelhamid qui lui dit on perd 2 ballons et ça fait 2 buts. Très clairement l'homme du match, Dimitri Payet. Félicitations parce que c'est du grand Payet ce soir. J'ai été efficace, on va dire. C'est vrai que c'est ce qu'on me demande à mon poste. Voilà, c'est vrai que depuis quelques semaines, j'arrive à trouver de bonnes sensations, que ce soit dans le jeu et devant le but. C'est bien pour moi, c'est bien pour toute l'équipe et voilà, ce soir on prend 3 points très importants. Oui, l'équipe évidemment qui provisoirement prend la 5e place. Vous mettez la pression sur les autres. Honnêtement, Dimitri, cet objectif 5e place au départ, à l'arrivée de Sampaoli, etc., on pouvait penser que c'était pas forcément un objectif aussi important que ça, mais on le voit sur le terrain, il l'est véritablement. Bien sûr qu'il est important, je l'ai toujours dit que voilà, pour exister, et on l'a encore vu cette année, que ce soit surtout en Ligue des Champions, il faut faire la Coupe d'Europe tous les ans, il faut la jouer sérieusement, il faut essayer d'aller le plus loin possible. Et l'Europa League aujourd'hui, on voit quand il reste... Après la phase de poule, il reste de grosses équipes, de grands clubs. Donc l'OM se doit d'être en Coupe d'Europe. Maintenant, on est chasseurs encore, voilà, parce que c'est vrai que devant Lens est une belle équipe. On a Rennes, on a Montpellier. Voilà, ça va être serré jusqu'à la fin.
on gagne ce soir. Voilà, maintenant on va pouvoir regarder les résultats, mais voilà, il faut d'abord gagner ces matchs pour pouvoir faire ça. L'OM, Dimitri Payet ont changé de braquet. Que vous apporte Sampaoli? On le voit, voilà, on a confiance, il y a du jeu, il y a des buts, voilà, on en met encore 3 ce soir. Donc voilà, il est arrivé à nous libérer. C'est vrai que voilà, il a bien pris la continuité du travail de Nasser avec ses adjoints qui nous avaient guéris et redonné confiance. Et voilà, il a apporté sa petite touche maintenant, le nouveau coach. Et puis voilà, c'est bien, mais il reste encore des matchs très importants jusqu'à la fin de saison. Merci monsieur. C'est vrai. Ouais, Younis, il y a eu ce poteau qu'on peut peut-être interpréter comme un tournant. Est-ce que vous êtes d'accord ou finalement Marseille a pris le dessus? Je pense que Marseille a pris le dessus en 5 minutes en première période. Après, ils ont eu le contrôle. Je pense qu'on avait bien entamé le match, on les mettait en difficulté. Maintenant, voilà, on sait que face à ce genre d'équipe, la moindre erreur, on les paye cash. On a perdu 2 ballons, c'est prendre en contre et ça fait ficelle. Donc voilà, je pense qu'après, avec l'expérience, ils ont maîtrisé le match. Et malgré qu'on ait eu ce poteau, je pense que on n'a pas eu grand-chose non plus. Donc voilà, il n'y a rien à dire ce soir. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a rien à dire ce soir pour Younis Abdelhamid. Je ne sais pas pourquoi je veux l'appeler Younes, parce qu'il y a Younes Kabouni et voilà, un réflexe socialien. On va maintenant continuer avec ce samedi à 13h. Il y avait la rencontre entre Saint-Étienne et Brest avec un beau match aussi également. Pourtant, ce sont les Stéphanois qui ouvrent la marque par Wabi Kazri, 11e minute de jeu. Et ensuite, c'est le show Gaëtan Charbonnier, doublé pour lui, 66e et 79e minute de jeu. Et c'est Brest qui va s'imposer dans cette rencontre 2-1. On va écouter tout de suite Charles Haby, le Stéphanois, qui lui dit le maintien, il n'est pas encore acquis. Et Gaëtan Charbonnier qui revient sur le fait que les Brestois n'avaient pas gagné depuis 10 matchs à l'extérieur et que la série se termine. Ah non, avant qu'on reparle de tout ça. Non. Allez, on va enchaîner sur Brest et puis après on reviendra un petit coup sur Reims quand même. Merci Charles de venir, c'est jamais facile, surtout que on pensait à la fin du match du PSG que c'était bon pour Saint-Étienne, on pensait à 1-0 que c'était bon pour Saint-Étienne, il va falloir faire encore des efforts. Ouais, c'est sûr, voilà, on sait qu'en ce moment on est bien sur les derniers matchs, mais voilà, ce match nous prouve qu'il n'y a rien qui est acquis, on sort sur une bonne première mi-temps. Et voilà, Brest met le premier but quand nous on est dans un temps fort, on a des occasions pour mettre le deuxième mais on n'y arrive pas. Et on prend ce but qui nous fait très mal et le deuxième ensuite. Comment expliquer ce retournement de situation? Parce que vous commencez bien le match, vous le dites, vous êtes sur de bonnes prestations, Saint-Étienne est bien installé et franchement on n'imagine pas du tout que Brest va revenir. Ouais, c'est sûr que voilà, au vu de la première mi-temps, on sait qu'on fait une très bonne première mi-temps et qu'on a le match en main. Maintenant, Brest a commencé à pousser en fin de première mi-temps et nous, on a eu des occasions en deuxième mi-temps. Au moment où il marque, on était sur un temps fort et voilà, on prend un but sur coup de pied arrêté qui fait mal. Voilà. Ça veut dire, Charles, que le maintien n'est pas encore acquis. Il va falloir. C'est sûr que le maintien n'est pas encore acquis. Voilà, il faut qu'on aille chercher une victoire. On a un match dimanche prochain très important contre Montpellier. On va bien le préparer. Merci beaucoup, Charles. Merci. Bon courage. Oui, le quart d'heure, Gaëtan Charbonnier, l'instant. Vraiment 2 buts magnifiques. Bon, on vous connaît, on sait que vous avez une technique au-dessus de la moyenne. Et c'est vrai que racontez-nous le deuxième but, il est magnifique. Je sais quand le ballon il arrive sur Pilou à gauche, que quand je suis dans l'intervalle, généralement il me cherche souvent. Puis après il communique bien, il me dit que je suis seul. Et puis après je suis en 1 contre 1. Donc voilà, je joue le petit pont, ça me réussit. Derrière, je vais marquer. Vous êtes un joueur atypique, mais dans ces moments-là, c'est peut-être les 2 buts du maintien. Je sais pas, il reste encore 4 matchs après. Ça fait 40 points là. Ça fait 40 points, mais on va dire qu'on a fait un grand pas. Maintenant, il reste des matchs encore demain sur cette journée et il nous reste 4 matchs derrière. Il faut bonifier les points qu'on a pris ici. On prend du plaisir comme ça quand on est mené, qu'on revient, qu'on va gagner à l'extérieur et qu'on ramène à Brest 3 points primordiaux. Oui, on a pris du plaisir. On a tenté même beaucoup de fois de jouer ensemble et quand on est comme ça nous réussit. Je crois que ça faisait 10 matchs qu'on n'avait pas gagné à l'extérieur. Donc voilà, la série est rompue. Et en plus, vous nous en avez donné. Du plaisir. Tant mieux, c'est le but. On est là. C'est votre jeu. Non mais votre jeu, vous êtes un joueur qui donne du plaisir. Gaëtan. J'essaye au mieux de prendre du plaisir et d'en donner. Oui, tout le monde dit oui, Gaëtan. Voilà, non, c'est bien, on est content. C'est bien. Merci Gaëtan, merci. Il est content, Gaëtan Charbonnier, et on en serait à moins avec ce doublé. Un petit retour du côté de Reims avec David Guillon, qui ne sera plus l'entraîneur la saison prochaine, et puis qui sera remplacé par Oscar Garcia, qu'on a déjà vu du côté de Saint-Étienne. C'est ça. Fred.
Et puis, il avait plus de club depuis près de 6 mois, puisqu'il a été limogé en novembre dernier du Celta Vigo. Il était formé à Barcelone, au passage. C'est ça, tout à fait. Donc, il va arriver sur le banc de Reims. Mais on va écouter tout de suite David de Guillon qui parlait justement de ces 9 années qu'il a vécues du côté de Reims. En hommage à vous-même de la part du public, ça touche. Est-ce que ça remue un petit couteau dans une petite plaie ? Non, c'est vrai que ça touche inévitablement. J'ai passé vraiment 4 ans ici, merveilleux. On a dépassé tous les objectifs pendant ces 4 ans. Et puis c'est vrai que les supporters nous ont beaucoup aidés, m'ont toujours encouragé. Je les en remercie, j'aurai l'occasion de les remercier. C'est dur à avaler que de ne pas être conservé ? Non, c'est encore une fois, j'ai pas été surpris comme je l'ai dit. Donc mon histoire s'arrête. Je pense qu'elle a été très belle. Ça fait 9 ans quand même que je suis ici, 4 ans avec les pros. J'ai vécu vraiment une très belle aventure avec cette montée, cette Europe qu'on a retrouvée, et puis bien sûr avec l'ensemble de mes joueurs et puis de mon staff. Je pense qu'on a fait vraiment du très bon travail. Maintenant, voilà, il va me falloir aller sur un autre projet. Oui, il va vite rebondir, David Guillon, car il a fait du très bon travail du côté de Reims, qui a eu de très très bons résultats ces dernières années. Direction le dernier match de ce samedi à 17h. Le Paris Saint-Germain pouvait mettre encore plus de pression sur ses adversaires pour le titre de champion de France. Et c'est chose faite. Les Parisiens se sont imposés du côté de Metz 3-1. Ça commence très vite dans cette partie. Kylian Mbappé, 4e minute de jeu. Et également l'égalisation de Fabien Santonze à la 46e minute de jeu. Et c'est finalement Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, 59e, qui donne l'avantage au Paris Saint-Germain avant que l'homme en forme, qui marque beaucoup de buts en ce moment, c'est Mauro Icardi, 89e sur penalty, ne puisse avoir un succès encore un peu plus élevé pour les Parisiens. On en reste à 3-1. On va écouter tout de suite la réaction du côté de Metz d'Habib Maïga qui parle de lui, de ce premier but qui leur fait très mal. Et puis on va écouter aussi Marco Verratti et Ander Herrera qui parlent, il n'y a pas de match facile. Et puis Ander Herrera, pour lui, on peut préparer la rencontre en Ligue des Champions face à Manchester City. Habib, on se dit que c'est dommage parce que finalement on a l'impression que vous n'avez pas vraiment joué ce match. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? Vous n'avez pas tout donné, on a l'impression que vous les avez peut-être un peu trop respectés aujourd'hui. Après on prend le premier but un peu trop tôt. Ça nous coupe un peu les jambes. On a eu du mal à rentrer dans le match. Après les 20 dernières minutes de la première mi-temps, on a montré de bonnes choses. En deuxième mi-temps, on est revenu avec de bonnes intentions. On égalise et après on prend un deuxième but malheureux sur un truc d'inattention. Après il faut se réfugier dans le travail, on est dans une mauvaise période, donc là il faut se réfugier dans le travail pour aborder les matchs à venir. Merci Habib. Merci. Oui, mais je pense que cette année il n'y a pas eu beaucoup de matchs faciles. On sait que toutes les équipes jouent à fond, toutes les équipes cherchent la victoire, cherchent de faire la match de la vie contre nous. Nous, on s'est joué beaucoup plus qu'eux. Je pense que ça s'est vu dans la détermination, dans l'envie qu'on voulait de chercher cette victoire. On est content des 3 points. On est content de pouvoir prendre la tête de la Ligue 1 pour le moment, en attendant les autres. C'était notre objectif et c'était bien fait. Et on a contrôlé le match, je pense. On a créé beaucoup d'occasions. C'était vrai que le terrain, c'était pas le mieux pour jouer, mais on a fait un bon match avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup de concentration. Et on est premier maintenant ce soir. On va voir qu'est-ce qui se passe demain soir. Mais on est content, on peut préparer maintenant les matchs de Ligue des Champions. Et oui, ils vont préparer ce match de Ligue des Champions contre City. On espère qu'ils auront la victoire, les Parisiens. Du côté de ce dimanche, une rencontre à 13h entre Nice et Montpellier. Montpellier qui peut encore rêver d'Europe, mais Montpellier qui rêve un peu moins après cette rencontre, car c'est Nice qui s'impose 3-1.
Et pourtant, ce sont les Montpelliérains qui ouvrent le score par Gaëtan Laborde, 3e minute de jeu, avant que Boudaoui, 6e minute de jeu, n'égalise pour cette équipe de Nice. Ils n'ont pas rêvé trop longtemps, les Montpelliérains. Ensuite, c'est Todibo, 39e minute de jeu. Et puis, une minute plus tard, c'est Alexis Claude Maurice, 40e, qui donne un succès plus large à cette équipe de Nice. Il n'y aura pas de but inscrit dans cette seconde période et on va en rester là. Montpellier s'incline dans cette partie. On va écouter la réaction d'Adrian Urcea, Lotomba, Jordan Lotomba et puis Walter Benitez, le gardien de cette équipe de Nice. Comme le dit Adrian Urcea, c'était une réaction, il voulait une réaction attendue après justement la défaite face à Dijon la semaine dernière. Et également Michel Derzakarian qui lui parle l'Europe. Eh bien, c'est terminé. C'est la réaction attendue. Je suis très content de ça parce qu'au fond de moi-même, je sais que les joueurs, ils ont qu'une parole. Il fallait juste la mettre en pratique aujourd'hui. Et puis, avec cette belle prestation de cet après-midi, on peut considérer le fait que le match contre Dijon, ça a été qu'un accident. C'est vrai que le match contre Dijon, ça nous a fait un coup moral parce qu'on pouvait encore espérer quelque chose. Et c'était important pour nous de réagir aujourd'hui. On l'a fait de la meilleure des manières en gagnant le match. C'est dur parce qu'on a pris un but que surtout on avait parlé bien pendant toute la semaine parce que c'est une équipe qui sont des bons joueurs devant, qui jouent bien avec la tête et on a pris un but comme ça. Mais bon, c'est des choses qui malheureusement s'arrivent. Mais le plus important c'est de réagir. Je pense qu'on l'a fait, on a bien réagi. C'est ça qui c'était important cet après-midi. C'est ce que je t'ai dit. Football, quand on n'a pas le ballon, il faut avoir la volonté de défendre. Et on n'avait pas la volonté de défendre. Michel, est-ce que c'était une question de volonté ou une question de moyens? Est-ce que la coupe a laissé des traces? C'était un peu 4 jours de récup. Tu es footballeur de haut niveau. Si en 4 jours tu n'as pas récupéré, tu vas jouer au billes. Hein. Coach, c'était la dernière chance aujourd'hui pour essayer d'accrocher l'Europe? L'espoir qu'on avait, c'était de gagner les 5 matchs. Et après d'attendre l'adversaire devant nous, parce qu'il y avait 3 équipes qui étaient devant nous. Hein. Et aujourd'hui, oui. Vous considérez que c'est plié pour la 5e? C'est plié, et je pense que ça va être compliqué, mais quoi qu'il arrive, j'attends de mon groupe et des joueurs qu'on se remette la tête à l'endroit, parce qu'il y a la coupe, il y a le championnat aussi, il reste 4 matchs. On n'a pas le droit de galvauder tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, et il faut bien finir la saison. Il faut bien finir la saison et la prochaine fois, les Montpelliérains recevront l'AS Saint-Étienne pour la prochaine journée, c'est-à-dire la 35e. Direction le Moustoir, cette fois-ci. On va s'intéresser à la rencontre Lorient-Bordeaux, mais il y a eu quelque chose dans la semaine, je pense que vous avez tous suivi ça, avec un club légendaire qui peut disparaître, c'est Bordeaux, où l'actionnaire King Street a décidé de lâcher le club, tout simplement, à quelques jours d'un match important face à Lorient. C'est quand même pas très sympa. Mais il y a aussi des repreneurs, hein, mais c'est compliqué. On va écouter justement la réaction d'un porte-parole des Ultramarines, car il y a eu une manifestation du côté de Bordeaux. C'était chez nos confrères de RMC Sport. Frédéric Longuepé a déclaré devant les salariés il y a 15 jours, alors qu'il sachait pertinemment ce qui allait arriver au club. Il a dit aux salariés: je siffle la fin de la récré des supporters. J'espère qu'aujourd'hui, c'est plutôt la sienne qu'on a enfin sifflé. La fin de sa récré. C'est l'unique message qu'on doit faire passer. Longuepé doit cesser d'humilier le peuple bordelais. Longuepé doit cesser son œuvre de destruction de ce club légendaire. Et la première chose qui doit se passer dans les heures, dans les jours qui viennent, c'est son départ. Il n'y a pas d'autre message. Encore une dernière fois pour Taverneau. Taverneau, trahison. C'est donc Frédéric Longuepé qui était visé justement par les supporters de Bordeaux. Mais il y a aussi des repreneurs, mais il faut aussi savoir à combien d'endettement est le club de Bordeaux. Et on va écouter Bruno Fievet, qui était un des premiers repreneurs, même avant King Street. Hein. Il avait même décidé de racheter le club avec plusieurs entrepreneurs locaux. Ça rappelle quelques petits souvenirs avec Sochaux. Il y a quelques similitudes.
Je vous propose de l'écouter. Il était dans l'émission de l'Afterfoot RMC chez nos confrères. J'ai été mis au courant quelques longues minutes avant le communiqué, oui, par des membres du club. Voilà. Mais c'est pas une surprise parce que je l'avais déjà dit au mois de septembre, mais on m'avait pris pour un fou à l'époque. Frédéric Longuepé avait dit qu'il voulait l'entendre à Bordeaux que King Street ne remettrait pas un centime à la fin de la saison. Donc au moins un point sur lequel ils ont tenu parole. Donc malheureusement. Donc voilà. Donc je suis pas tellement surpris par cette annonce. Par contre, je suis surpris par le timing parce qu'annoncer ça à 3 matchs d'un match capital contre Lorient, j'imagine la complexité maintenant pour le staff de motiver les troupes et sachant qu'ils venaient d'arriver ce soir à Lorient, cet après-midi à Lorient pour un mini-stage. J'imagine l'ambiance au mini-stage, elle doit pas être fameuse. Bruno, juste pour vous présenter à tous nos auditeurs qui ne sont pas forcément bordelais ou qui ne suivent pas l'actualité du football, vous êtes un businessman, vous avez mis pas mal d'argent de côté, mais en revanche, vous étiez venu il y a quelques temps, vous m'arrêtez si je me trompe, hein, vous étiez venu quelques temps présenter un projet à King Street en expliquant que vous vouliez racheter le club, notamment avec un projet autour de plusieurs personnalités, plusieurs chefs d'entreprise, plusieurs entrepreneurs qui ont eu un succès de la région bordelaise. Et vous n'aviez eu aucune réponse de la part de King Street. Alors on avait eu une réponse négative suite à une offre qu'on avait fait au mois de septembre. On nous a dit qu'ils n'étaient pas intéressés. Alors, pour rappel, le mois de septembre, les stades avaient encore une jauge minimale et Mediapro n'avait pas encore annoncé leur retrait de la partie. Donc j'imagine bien, comme le dit le communiqué, que les choses ont changé. Maintenant, je trouve ça un peu fort de mettre tout sur le dos de la Covid et de Mediapro, parce que sinon ça veut dire qu'il y aurait 40 clubs professionnels qui déposeraient le bilan dans les 15 jours qui viennent. Et heureusement, ça ne va pas être le cas. Donc voilà, c'est vrai qu'on a fait une offre, elle a été refusée. J'avais annoncé il n'y a pas très longtemps que je ne souhaitais pas forcément continuer dans un projet de reprise parce que je ne voyais pas la lumière au bout du tunnel. Et puis la lumière est arrivée aujourd'hui finalement. Alors concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va discuter avec le tribunal pour savoir sous quelles conditions le club est à vendre, puisque je crois que c'est la dernière tâche qu'aura à mener Frédéric Longuepé, c'est de trouver un repreneur fiable. J'espère qu'il sera soutenu par le peuple girondin et par les politiques cette fois, pas comme quand ça a été vendu à GACP et King Street il y a quelques années. Et puis, en fonction de ce qu'on va nous annoncer au tribunal de commerce, effectivement, on sera à même de proposer une offre de reprise. C'est un peu contradictoire parce qu'il y a 15 jours, j'annonçais vouloir arrêter et aujourd'hui, je reviens un peu sur le devant de la scène. Bon, il y a 15 jours, il n'y avait pas une décision aussi importante et une nouvelle qui est terrible pour les supporters. Voilà. Donc, vous nous annoncez rien n'est immuable. Voilà, que vous êtes intéressé pour reprendre les Girondins de Bordeaux. C'est officiel. Bien sûr. D'accord. C'est très officiel. De toute façon, j'ai toujours dit que je n'abandonnais pas l'idée. C'est juste que les conditions ne le permettaient pas avec King Street il y a quelques jours. Maintenant, voilà, la situation change. Et quel est on ira discuter. Votre... C'est là où je disais qu'il faudra parler d'abord avec le tribunal de commerce. C'est pour ça que je ne veux pas vendre du rêve. C'est-à-dire que d'abord, il faut voir quelle est vraiment cette dette, parce que pour moi, elle est bien plus importante que 45 millions. Ça, c'est sûr. Je peux même vous annoncer qu'elle doit être proche des 130 millions, puisqu'il y a à peu près... on avait multiplié par 2 tout à l'heure. Ouais, 130 millions. Coach, vous avez toujours le bon calcul. Et donc, voilà, il y a déjà 56 millions de dettes auprès de Fortress, plus le déficit de l'année qui doit être à peu près de 60 ou 70 millions. Donc, si vous faites les calculs, ça fait déjà 125 millions à peu près. Et plus le déficit de l'année prochaine, parce qu'il ne faut pas oublier que si on a perdu beaucoup d'argent cette année, on va continuer à en perdre l'année prochaine. Les choses ne vont pas se mettre à zéro comme ça. Alors, on avait présenté une offre qui était aux alentours de 70 millions. Mais encore une fois, c'était à un moment où les droits télé étaient assumés par Mediapro et où la jauge des stades n'était pas nulle comme aujourd'hui. Donc, ce qui valait en septembre ne vaut plus aujourd'hui. Je peux honnêtement pas vous répondre. C'est pas parce que je veux pas. C'est juste que
Je veux ni créer de l'espoir, ni créer du désespoir. Bah, vous en créez quand même ce soir en disant que vous avez envie de reprendre le club, quand même. Si. Bien sûr, et on va étudier. Mais vous savez, il est tout à fait possible que les Girondins se rachètent pour 5 millions et que King Street reparte avec la dette. Tout comme il est possible qu'il laisse 130 millions. Tout dépendra de ce que va dire l'administrateur. En tout cas, c'est une situation très compliquée pour cette équipe de Bordeaux. Tu as trouvé le deuxième repreneur, non Bon, c'est pas toi, Fred, hein, pas toi qui reprends le club de Bordeaux. C'est pas toi non plus. Non, quand j'entends les sommes qui sont annoncées, non, c'est pas possible. Ou alors, enfin, je donne mon livret A ou. Bon, je préférerais reprendre quand même Sochaux en premier que Bordeaux. Bordeaux, c'est un club aussi Bordeaux légendaire, donc c'est dramatique quand même d'en arriver là. Hein. C'est un peu pratiquement un fait unique pour Bordeaux qui n'a jamais trop connu ce genre de situation. C'est peut-être un fait unique pour Bordeaux, mais ça va peut-être être un fait réel pour bon nombre de clubs. La dernière fois, ça remonte à peut-être trentaine d'années à peu près, quand c'était du temps de Côte-Bèze qui a eu des il y a eu des difficultés. Ouais. En tous les cas, là, ils sont dans de grosses difficultés. Il y avait aussi un match à jouer du côté de Lorient. Lorient qui doit absolument se sauver. Ça s'est très très mal passé pour les Bordelais qui encaissent déjà un premier but par Johan Wissa, 18e minute de jeu. Ensuite, c'est le festival Mofi, 20e, 43e et 80e. Bon, il y a un but un but qui n'aurait pas dû être validé, hein, tout de même dans les 3 buts. Et ça fait 4-1. Bordeaux va réduire le score, mais ça ne suffira pas. Donc, c'est une grosse défaite. La réaction, tout d'abord... la réaction, oui, je l'ai, oui, elle est là. La réaction de Christophe Pélissier qui dit l'entraîneur de Lorient, on a fait une grosse performance avec un énorme pressing, une envie d'aller chercher très haut notre adversaire. C'était notre volonté et cela correspond aux qualités de mon équipe. Cela a été fait à la perfection. On a fait 30 premières minutes de très très haut niveau. Il faut saluer les joueurs. Ils m'ont bluffé sur cette première demi-heure. C'était beau à voir. On n'a pas vu une équipe timorée. On a cette barre des 40 points à l'horizon. Il faut aller la chercher. Il reste encore 4 matchs. On a seulement fait un premier pas ce soir. On regarde devant. Il y a des équipes qui ne sont pas loin de nous, que l'on peut rattraper. Vous allez écouter Jean-Louis Gasset qui, lui, c'est forcément l'inverse. Il est très, très inquiet, l'entraîneur de Bordeaux. Une première balle de match manquée. Il reste 4. Il reste 4, mais il va falloir trouver les gens qui sont le moins inquiets. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'inquiétude qui me désespère. Je ne comprends pas comment on fait pour faire une mi-temps comme ça. Obligatoirement, on a toujours l'espoir, on cherche des solutions. C'est sûrement pas les bonnes, hein. C'est sûrement pas les bonnes, mais le stage, la réunion, le pacte, et je trouve toujours la même sensation d'inquiétude. Là, c'était encore plus flagrant, je dirais. Forcément, de grosses inquiétudes pour cette équipe de Bordeaux, non seulement sur le terrain, mais forcément ce qui se passe dans l'extra-sportif rejaillit sur l'équipe bordelaise. Un autre match, cette fois-ci, on part du côté de Rennes où Dijon est en sursis. Dijon qui ouvre le score par Benzia, 9e minute de jeu sur penalty. On se dit que peut-être Dijon va se donner encore une semaine de répit, mais ensuite ça a craqué du côté de Dijon. Martin Terrier, 16e minute de jeu, un doublé pour lui, 71e minute de jeu, on en est à 2-1. Et ensuite c'est Flavien Tête, 72e, et puis Niamzi, 81e, qui parachève le score large de cette équipe de Rennes. Et c'est surtout cette défaite qui envoie Dijon en Ligue 2 la saison prochaine. La réaction du côté de David Linares, entraîneur de Dijon, ce ne sont pas des moments faciles. Il faut savoir l'accepter et se servir de cette saison pour rebondir. On savait que la situation était fort critique depuis quelques semaines. Le coup près est tombé. Notre objectif est bien sûr de reconstruire et de revenir le plus vite possible, de se servir de cette année pour rebondir. C'est un sentiment de tristesse. C'est beaucoup d'efforts, depuis pas mal d'années. Forcément, quand un club descend, c'est difficile pour le club, déjà en premier. C'est difficile pour ses supporters. C'est encore plus difficile pour ses salariés. Donc, c'est jamais réjouissant.
Et ça fait toujours, du mal de voir une équipe descendre et ça change beaucoup de choses. En tout cas, on va les retrouver la saison prochaine en Ligue 2 avec Sochaux. Ça fera également de beaux derby dans la grande région Bourgogne-Franche-Comté. Et on va écouter tout de suite également Bruno Genesio qui lui dit simplement contre une équipe du top 4, on aurait pu être sanctionné avec les erreurs qu'ils ont fait dans cette partie. Je pense que déjà en première mi-temps, avec plus de détermination devant le but et d'agressivité, on aurait dû mener au score. Ce qui, à mon avis, aurait facilité les choses. Alors que là, on est resté à un partout. On a eu une entame de deuxième période un petit peu difficile par des manques de concentration, où on a donné notamment une occasion à Dijon de mener au score. Mais on a su se remettre dans le droit chemin et marquer ce deuxième but qui nous a permis après de dérouler. Il y a eu beaucoup de très bonnes choses qu'il faut garder évidemment et qu'on arrive à reproduire alors depuis certains matchs, depuis quelques matchs. Donc ça c'est le gros point positif. Après il faut aussi qu'on soit capable d'avoir moins de temps faible qu'on a pu avoir ce soir, parce que sans manquer de respect à Dijon, on a joué face à une équipe qui est relégable, et si on joue une équipe du top 4, je pense qu'on aurait pu être sanctionné davantage sur certaines erreurs de notre part. C'était l'entraîneur Bruno Genesio. 2 rencontres également qui évaluées à 15h. Lens a battu Nîmes 2-1. Pourtant, cette équipe de Lens était réduite à 10. Mais les Lensois, ils ne lâchent rien. Franchement, cette équipe, elle fait plaisir à voir parce que même réduits à 10, ils vont toujours de l'avant. Ils attaquent, ils jouent, ils prennent du plaisir. Et en tout cas, ils se sont imposés dans cette partie. D'ailleurs, l'entraîneur Franck Hez a également indiqué qu'il avait été impressionné par son équipe. Et c'est difficile pour cette équipe de Nîmes qui est toujours engluée dans cette 19e position. Strasbourg-Nantes avec un match à gros enjeu également pour cette équipe de Nantes qui doit absolument se sauver. Et les Nantais l'ont fait malgré une première période catastrophique. C'est Ludovic Ajorc qui, à la 43e minute de jeu, ouvre le score pour cette équipe de Strasbourg. Ensuite, Castelletto, 53e. Et puis surtout, Ludovic Blas, 76e minute de jeu, qui donne la victoire à cette équipe de Nantes. Et Nantes est toujours là. Attention, Nantes pourrait vite remonter, mais ça va être une bataille. Ça va être une véritable bataille. Il y aura beaucoup de suspense pour le bas de tableau. 17h, l'équipe d'Angers recevait celle de Monaco. Monaco qui devait absolument s'imposer. Et les Monégas se sont imposés. Mais ils sont tombés face à une belle équipe d'Angers qui était très costaud. Et ils ont fait une seule erreur, l'équipe d'Angers. C'est Wissam Ben Yedder qui est rentré à la place de Jovetic, sorti blessé. Il avait déjà été blessé un peu sur le match précédent. Mais là, il n'a pas pu faire beaucoup de minutes et il l'a remplacé, Wissam Ben Yedder. Il a bien fait parce qu'en tous les cas, il marque ce but. On va écouter tout de suite les réactions du côté d'Angers avec Vincent Manceau qui lui dit « On a fait une erreur sur la rencontre, est-ce le but ?» Et Wissam Ben Yedder, il était sur le banc des remplaçants et quand on fait appel à moi, j'essaye de répondre présent, c'est ce que dit le Monégasque. Qu'est-ce qui fait la différence? Une erreur, on fait une erreur, une perte de balle qu'on ne doit pas perdre. Derrière, on savait que sur les transitions défensives ou offensives, ils étaient très très forts. Donc voilà, fallait pas perdre ce ballon. Mais après, voilà, on s'est bien battu, on était tous solidaires, tous ensemble cet après-midi. Donc voilà, faut qu'on continue dans ce sens jusqu'à la fin du championnat. Parce qu'il y aura encore des matchs très importants, peut-être pas comptablement pour vous, mais pour les adversaires, c'est bien d'être complètement dedans, quoi. Non, mais on veut pas lâcher. Voilà, on veut finir du mieux possible avec le plus de points possible. Donc c'est voilà, en ce moment dans une période difficile, donc faut qu'on relève la tête et il faut qu'on aille chercher voilà, aux alentours de cette 10e place. On a été le plus souvent à cette place-là, donc il faut qu'on s'accroche et qu'on fasse basculer ça dimanche prochain à Lorient. Merci beaucoup Vincent. On a le plaisir d'accueillir capitaine Wissam, capitaine flamme de Monaco. Wissam, qu'il est important ce but, bravo. Merci, c'est important, c'est un match, vous l'avez vu comme moi, c'est pas facile, l'équipe d'Angers, toutes les équipes sont dures à jouer, chaque match est difficile. Après voilà, c'est bien qu'on gagne ce match-là, même dans la difficulté, ça fait toujours du bien et voilà, je suis très content.
Même dans la difficulté, Monaco parvient à gagner, à enchaîner, à maintenir ce rythme de dingue. Bon bah là, il reste 4 matchs pour vous. Vous allez finir sur le même tempo, forcément. Ah, écoutez, je pense que chaque match est différent, on va voir, parce qu'il y a encore pas mal d'équipes à jouer. Voilà, on sait que c'est sprint final, on sait que je vois par la presse, beaucoup de gens disent Monaco va peut-être finir champion ou pas. Écoutez, nous, comme j'ai dit, on fait match après match, après on prend ce qu'on a à prendre. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est ça. Aujourd'hui, on aurait pu faire match nul face à une bonne équipe d'Angers qui n'a pas démérité, qui a très bien joué. Mais voilà, encore une fois, chaque match sera difficile et on verra à la fin de saison où on sera. Et encore une fois, Ben Yedder, le grand Ben Yedder, le capitaine remplaçant, qui rentre et qui marque et qui fait la décision. Mais pour l'état d'esprit, au-delà de votre talent, c'est formidable ce que vous démontrez là. Ah, comme j'ai dit, que le coach me fasse jouer ou voilà, que je débute pas, le plus important c'est de rester solidaire avec l'équipe, de tout donner collectivement. Ensuite voilà, je suis pas le coach, c'est lui qui fait ses choix, c'est lui qui met ses meilleurs éléments. Et moi ce que je peux faire c'est de donner le maximum, chaque minute, chaque temps de jeu, de prendre du plaisir à chaque fois que je joue au football. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce qu'elle est belle à voir évoluer aussi cette équipe de Monaco, comme celle de Lens. C'est vrai que Niko Kovac fait du très très bon travail du côté de Monaco, comme Franck Hez du côté de Lens. Dernier match et pas les moindres, l'Olympique Lyonnais qui recevait le LOSC. Ça a été un superbe match. Bon, il y a eu des erreurs techniques dans cette partie. Mais franchement, on a assisté à une belle rencontre. C'est pourtant les Lyonnais qui ont ouvert le score par Islam Slimani, 20e minute de jeu. Ensuite, ça va être le festival Burak Yilmaz. Il met un coup franc. Enfin, déjà avant, il y a eu le deuxième but. Oui, j'allais oublier le deuxième but pour cette équipe de Lyon. 35e minute de jeu. Un but contre son camp de José Fonte. Lyon mène alors 2-0. On se dit que ça va être compliqué pour les Lillois. Mais cette équipe de Lille ne lâche rien cette saison. Et c'est sur un superbe coup franc du Turc Burak Yilmaz, 45e minute de jeu. Magnifique. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir sur les réseaux sociaux. Franchement, il est magnifique. Ensuite, c'est Jonathan David, au retour des vestiaires, 60e minute de jeu, qui égalise pour cette équipe de Lille. Et après, ça a été un ballon dévié par Yazice au milieu de terrain, de la tête. Et puis, Burak Yilmaz... lui est déjà parti. D'ailleurs, même sur le second but, le but de Jonathan David, c'est une erreur de Paqueta qui met le ballon en retrait, mais il le pousse un peu fort. Et Burak Yilmaz, en bon attaquant, a déjà flairé le coup. Il a déjà anticipé, et c'est à ça aussi qu'on reconnaît un très bon attaquant. Les meilleurs attaquants du monde sont ceux qui anticipent le mieux. Et en tout cas, il l'a fait, lui. Et puis, il va marquer à la 85e minute de jeu. On a même vu Christophe Galtier faire une roulade arrière. Bref, on sent qu'il y a beaucoup de pression et cette victoire bien sûr fait beaucoup de bien à cette équipe de Lille qui reprend la tête. On va écouter tout de suite le Lyonnais Maxence Cacré qui lui dit on fait des erreurs mais il reste encore 4 matchs et puis Christophe Galtier, il nous reste 4 rencontres pour créer l'exploit. Ouais, c'est sûr qu'on fait une bonne première mi-temps en menant 2-0. On n'a pas le droit de se faire revenir 3-2 comme ça. On sait que c'est une très bonne équipe en face, un concurrent direct. Et on n'a pas su faire la bonne deuxième mi-temps pour regarder ce score et c'est dommage ce soir. Ouais, c'est une affaire de mental, de technique. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes? Parce que c'est terrible, vous étiez bien dans ce match. Toi, le premier, putain, vous maîtrisez toutes les choses. C'est terrible de le laisser filer comme ça. Ouais, c'est sûr que c'est frustrant. Ouais. On sait qu'on avait les capacités à tenir ce score, à en remarquer. C'est quelque chose qu'on n'a pas su faire. On s'est repris 2 buts, donc c'est pas normal. C'est mérité pour eux ce soir. À nous de rien lâcher, de continuer à gagner nos prochains matchs pour gagner cette place en Champions League. Ouais, mais ce soir, ça c'est un coup de bambou quand même ce soir. Ouais. C'est vrai, pas au niveau du classement, c'est terrible. Une défaite ce soir comme ça, c'est dur. Ça va être dur à digérer quand même. C'est sûr qu'on perd 3 points très importants. On sait qu'on était derrière les 3 équipes. Après, c'est pas fini. On sait qu'il reste 4 matchs et que tout est possible. Donc on va tout donner dès Monaco dimanche prochain pour prendre ces 3 points et gagner les 3 suivants. Merci à toi, bravo pour ton match quand même. Je savais qu'il allait rester des matchs et je le savais dans la préparation de ce grand rendez-vous. J'en avais parlé à mes joueurs, de ne pas dramatiser à la fois les performances des concurrents,
mais aussi qu'on pouvait être accroché, voire on pouvait être battu ce soir, et qu'il fallait continuer derrière. Et voilà, à la 93e minute, il y a ce coup de sifflet final et vous êtes encore premier. Et donc, il y a beaucoup d'émotions et 4 matchs. On sait que si on arrive à les gagner, ben on créera l'exploit. Oui, maintenant c'est un objectif, bien évidemment. On ne peut pas se cacher. Je me rappelle avoir eu des discussions et même j'avais vu la communication de notre président qu'il fallait, on verra bien où on en sera à 5 journées de la fin. Là, on est à 4 journées de la fin et on est premier, donc on va devoir être performant, s'arracher sur tous les ballons, sur tous les matchs qui vont arriver pour arracher des victoires et tenir jusqu'au bout. Après, si on n'y arrive pas, c'est pas la fin du monde et ça sera pas spécialement une grande déception. On aura peut-être rêvé, mais j'espère que mes joueurs rêvent autant que ce que je rêve. Eh bien, on verra en tous les cas si les Lillois seront champions cette saison. Prochaine journée, ce vendredi 30 avril, 35e journée avec Marseille-Strasbourg à 21h, samedi 1er mai. Poursuite de cette 35e journée avec à 17h Paris Saint-Germain à Lens et puis également à 21h à Lille-Nice ce dimanche 2 mai. On continue à 13h Bordeaux-Rennes, à 15h Brest-Nantes, Lorient-Angers, Nîmes-Reims, Dijon-Metz, à 17h05 Montpellier-Saint-Étienne, à 21h Monaco-Lyon. Et du côté du classement, ce que ça donne, Lille est en tête, 73 points, suivi du Paris Saint-Germain, 72 points. 3e Monaco, 71 points. 4e Lyon, 67 points. 5e Lens, 56 points. Et 6e Marseille avec 55 points. En bas de classement, on retrouve 18e barragiste Nantes, 31 points, qui est à 4 points de Lorient, qui est 17e avec 35 points. 19e Nîmes, 31 points. Et 20e Dijon, 18 points. Du côté du classement en débuteur, Kylian Mbappé en est à 25 buts, suivi de Memphis Depay, le Lyonnais, 18 buts. Et puis Wissam Ben Yedder, qui a marqué une unité, 18 buts également. On va clore cette Ligue 1. En tous les cas, il y a beaucoup de suspense. Ça va être très sympa les journées qui vont arriver. Et puis, on va ouvrir la page Ligue 2. On va regarder tout ce qui s'est passé. Et la page consacrée, bien évidemment, à vous toutes et tous, supporters et supportrices et supporters du FC Sochaux Montbéliard. On ouvre la page Ligue 2.